Bienvenue à toutes et à tous, cher public. Je vous propose ici d'aller découvrir l'électronique de puissance qui constitue mon vieux poste à souder. Le but ici va être de découvrir les structures utilisées en électronique de puissance, donc les topologies, pour réaliser cette énorme source de courant à partir du secteur. La vidéo est faite en deux parties. On va d'abord découvrir ce qui constitue l'appareil et puis en deuxième partie, on ira faire des mesures électriques à l'intérieur en fonctionnement, ce qui veut dire que ceci n'est pas en panne. Alors en fait, je le démonte et je le remplace par quelque chose de plus récent parce que c'est un truc qui commence à se faire vieux et à se comporter un petit peu n'importe comment. Vous le verrez d'ailleurs pendant la phase de mesure, ce sera plutôt drôle, ou pas. Pour vous situer les choses, c'est un appareil que j'ai acheté à l'été 2008 pour pratiquement 200 € à l'époque. C'est pas un matériel spécialement haut de gamme. Je vais faire ici des critiques sur ce qu'on va observer à l'intérieur et je tenais à préciser que le but c'est pas d'être méchant, de dénigrer la marque, c'est simplement de faire des critiques adaptées au cadre de cette vidéo et qui me semble le plus juste d'un point de vue technique. Pour les non-initiés, je rappelle qu'aller mettre les mains dans ce genre de choses, c'est potentiellement dangereux, même quand on a débranché la fiche secteur, puisqu'il peut rester dedans des condensateurs chargés, qui demande donc de manipuler ceci avec les précautions d'usage. Je précise qu'avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai nettoyé tout l'intérieur, puisqu'après avoir servi autant d'années, il avait accumulé de la poussière et notamment des brindilles à cause des usages à l'extérieur. On avait même des brindilles entre les broches de certains semi-conducteurs du côté secteur, broches entre lesquelles il existe par endroits quelques centaines de volts et malgré ceci, il n'y a jamais eu d'amorçage suivi de claquage de composants. Je trouve ça assez miraculeux. Feuille isolante par-dessus le circuit imprimé. On a donc le secteur qui arrive bien sûr par ce câble. Il est sectionné les deux pôles par cet interrupteur général. Ça se dirige ensuite vers ce premier ventilateur, c'est un modèle 230 volts. Et ça va ensuite bien sûr sur la carte électronique principale. L'entrée de cette carte est faite comme n'importe quelle alimentation à découpage digne de ce nom, puisque si on suit le fil marron, on voit que le premier élément traversé est un fusible, donc calibre 20 A, modèle temporisé. On a après une varistance de protection contre les surtensions secteur. Alors je suis très content d'en trouver une, puisque comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un appareil haut de gamme et ils ont quand même fait l'effort de nous installer ce composant-là. Vient ensuite un groupe de condensateurs et une bobine à deux enroulements. Donc ceci est classiquement un filtre passe-bas qui sert à limiter les rejets parasites du poste vers le secteur. On a ensuite un pont redresseur, donc c'est un modèle assez gros qui est surmonté ici d'un radiateur. Après, il y a une NTC servant à limiter le courant d'appel à la mise sous tension, courant d'appel provoqué par la charge des deux condensateurs qu'on aperçoit juste après. Donc là, on a l'étage de conversion classique. Ça signifie qu'il n'y a pas de correction de facteur de puissance et ça m'étonne pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est quand même un appareil qui peut monter assez haut en termes de puissance appelée. Et la deuxième raison, c'est que c'est typiquement le genre d'appareil qu'on peut être amené à utiliser n'importe où. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas de prise à proximité? Eh bien, on va utiliser le poste au travers d'une rallonge. Alors d'une part, la rallonge va devoir supporter un courant assez important, puisqu'on peut lire sur la plaque du poste que ça peut monter à pratiquement 16 ampères de courant efficace. D'autre part, ce courant important va provoquer au sein de la rallonge une chute de tension. Et à mesure que la tension à l'entrée ici va descendre, eh bien les performances du poste ne pourront plus être garanties. Donc ça, c'est quand même embêtant. Quel est le lien avec l'absence de correction de facteur de puissance? Eh bien, rappelez-vous d'une certaine vidéo, si on avait une correction, on pourrait avoir pour la même puissance en watts appelée côté secteur, un courant efficace significativement plus faible dans les fils d'alimentation, posant par de là même moins de problèmes liés aux chutes de tension. Ça, c'est un relais qui vient court-circuiter la NTC après environ une seconde de présence
de la tension secteur, je vous montre le schéma d'alimentation de la bobine que j'ai relevé. On vient donc de voir un premier étage de conversion, secteur en continu. Ce continu va ensuite être reconverti en autre chose, permettant cette fois de réaliser des soudures. Ce autre chose, eh bien, c'est du courant continu, constant, réglable en intensité, isolé du secteur pour des raisons de sécurité, et il y a en même temps, au cours de cette deuxième conversion, un abaissement de la tension. Alors j'aime pas trop dire que la tension est abaissée, puisque la sortie c'est du courant constant, c'est une source de courant, ça peut prêter à confusion, mais il y a quand même une réduction de la tension, puisque quand on regarde la tension à vide du poste, 73 volts, eh bien elle est plus faible que les 300 et quelques volts qu'on avait au départ au niveau des condensateurs. Alors d'après mon analyse du circuit imprimé, la topologie utilisée dans le deuxième convertisseur est un two-switch forward converteur, et ça m'a un petit peu étonné de trouver ça. Donc vous avez ici l'entrée continue qui correspond au condensateur qu'on a vu. On a un transformateur avec comme minimum un primaire puis un secondaire. Côté secteur, on va avoir deux transistors de découpage qui sont toujours commandés en même temps. Il y a aussi deux diodes de recirculation qui vont se mettre à conduire pendant les phases de démagnétisation du noyau magnétique du transformateur. L'énergie accumulée va être réinjectée dans la source. Côté secondaire, on va avoir une diode d'isolement plus une diode de roue libre. Il y a aussi une bobine qui a pour rôle de s'opposer à des variations brutales d'intensité. Ici, la tension varie très vite suite à la commande des transistors, et la bobine, elle, va empêcher des variations brutales de courant, et donc maintenir le courant dans une certaine enveloppe entre des maximums et des minimums. Ça va donc le lisser et avoir tendance à le faire se rapprocher de quelque chose de continu, le plus possible. Notez que contrairement au forward habituel, il n'y a pas de condensateur en plus à la sortie. Je vais en reparler quand on sera à l'intérieur du poste. Donc voilà un exemple de ce qui est utilisable pour faire un poste à souder. On aurait pu aussi trouver un convertisseur en pont complet, c'est-à-dire avec ici 4 transistors, commandés de façon à produire de l'alternatif entre ces deux points. Cet alternatif aurait attaqué un primaire de transformateur, on aurait eu au secondaire du redressement et le reste, de façon à retrouver du continu pour souder. Donc bien sûr, entre ce point-là et ce point-là, ça correspond à la pince dite de masse, qui n'est pas forcément reliée à la masse, et aux portes électrodes. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a quelque chose qui me dérange quelque peu, c'est que ce type de poste-là, les postes électroniques, on appelle parfois ça vulgairement des inverteurs. Ça fait anglais, ça fait bien. Alors inverteur en anglais, ça veut dire onduleur en français. Ça fait référence à un montage particulier qui convertit du continu en alternatif. Sur ce poste-là, on trouve curieusement écrit INV, comme s'ils avaient voulu dire inverteur. Je pense que c'est ça. C'est un petit peu gênant parce que, sachant qu'il y a un two-switch forward converteur dedans, cette partie-là du two-switch forward ne produit pas d'alternatif quand on commande les transistors. Donc ça n'a aucun sens d'appeler ça comme ça. Si à la limite, on avait eu comme étage de conversion ici un pont complet, qui effectivement, comme j'en ai parlé rapidement, produit de l'alternatif. Pourquoi pas éventuellement appeler ça inverteur, onduleur, mais ici ça n'a vraiment pas de sens. Et de toute manière, ça n'aurait pas tellement de sens puisque l'alternatif serait reconverti en continu au secondaire. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une fois de plus un exemple d'appellation commerciale qui n'a aucun sens d'un point de vue technique. Voilà, je voulais faire la petite parenthèse là-dessus. Voyons maintenant les composants dans la réalité. On a donc de monter sur ce premier radiateur les 4 composants qui se trouvent du côté secteur, c'est-à-dire 2 diodes et 2 transistors. Ce qui m'a particulièrement choqué ici, c'est que les composants employés sont des pièces avec une semelle reliée à un potentiel électrique. Or, quand on s'amuse à démonter les pinces de plaquage, on s'aperçoit qu'un seul des composants sur les 4 a été monté contre le radiateur au travers d'une semelle isolante. Les 3 autres
semble plaqué contre le métal, simplement au travers de pâte thermique. Et je trouve ça miraculeux qu'en pratiquement 12 ans de service, cette pâte n'est pas claquée électriquement, provoquant un claquage complet des 4 composants et la fin du poste tout simplement. Donc gros défaut de qualité à mon sens à ce niveau-là. Ça, c'est le transformateur de puissance principal par lequel transite toute la puissance du soudage. Donc c'est quand même un assez gros machin avec un noyau en ferrite. On peut voir en sortir des fils noirs reliés au niveau des diodes et transistors qu'on vient de voir juste avant. Donc ça correspond au raccordement du primaire. Ce raccordement est fait de 2 paires de fils torsadés entre elles. Je pense qu'on a des paires au lieu de fils uniques afin de lutter contre l'effet de peau et que les paires sont torsadées entre elles de façon à limiter les rayonnements et donc améliorer la CEM du poste. Les 2 conducteurs gainés de blanc qui sortent du bobinage correspondent aux 2 pôles du secondaire. À vue de nez, je dirais que les conducteurs font 6 mm², pas plus, et on sent à travers la gaine blanche qu'il y a quelque chose de torsadé à l'intérieur. C'est probablement des fils multibrins isolés, ce qu'on appelle du fil de Litz. On peut voir aussi des fils jaunes plus minces, ce sont des enroulements auxiliaires. Il y a ce qui semble être un snubber RC entre les 2 pôles du secondaire. Contre ce deuxième radiateur sont montées les diodes raccordées au secondaire du transformateur. On ne pourra pas les voir en vrai parce que c'est trop compliqué à démonter. Sur le schéma théorique, je vous ai représenté 2 diodes. Dans la réalité, elles sont 8. Nous avons 4 diodes doubles de montée contre ce radiateur. Elles sont raccordées via de larges traces sur le circuit imprimé en vue des courants importants à véhiculer à cet endroit. Cette zone-là est d'ailleurs dépourvue de vernis et ils n'en ont pour autant pas profité pour augmenter tant que ça l'épaisseur d'étain. D'ailleurs, c'est peut-être justement une application où a été employée pour une fois une plaque avec 2 onces de cuivre au lieu d'une seule. Je ne peux pas le savoir vu comme ça, mais je pense que ça aurait été une bonne occasion d'en utiliser une. Ceci est la bobine de lissage du courant de sortie. On peut apercevoir au sein de son noyau un entrefer dont la longueur est maintenue avec des cales. C'est parce qu'on est sur une application où le courant qui va passer va comporter une composante continue notable. Et pour s'éviter des problèmes de saturation du noyau magnétique, les constructeurs incorporent un entrefer, pour faire court. Autre chose plus étonnante, on peut apercevoir sur le noyau des traces de rouille. Cela signifie qu'il est en fer et non pas en ferrite. Alors non seulement il est en fer, mais en plus il n'est pas feuilleté, c'est du fer plein. Cela signifie que rien n'a été fait au niveau de la construction de ce composant pour limiter les pertes liées à la fréquence de fonctionnement. Je pense qu'ils ont employé du fer à la place de la ferrite parce que ça permet d'obtenir une inductance plus élevée à volume égal, la perméabilité magnétique du fer étant plus élevée que celle de la ferrite. Mais la question qui vient ensuite, c'est comment ont-ils pu se permettre, sur une application dite haute fréquence, d'utiliser du fer pour un noyau sans qu'il ne devienne a priori brûlant en fonctionnement à cause des courants de Foucault, induction. Eh bien, je pense que l'explication à cela, c'est qu'ils ont dû calculer leur circuit de façon à ce que la composante alternative du courant qui passe dans le fil soit relativement faible, de sorte que le courant puisse être considéré comme pratiquement continu. En sachant que la composante alternative du courant, c'est la seule qui est responsable des pertes liées à une fréquence de fonctionnement. C'est à mon avis la seule possibilité qui puisse expliquer que des techniques particulières de construction n'aient pas été utilisées pour limiter les pertes liées à la fréquence. Il y a un élément qui pourrait accréditer cette thèse, c'est le profil du conducteur qui est bobiné. C'est un fil circulaire, donc c'est pas du fil de Litz, c'est pas non plus
une fine lamelle enroulée, c'est un fil plein qui ne permet pas de lutter contre l'effet de peau, qui est un autre effet lié à la fréquence de fonctionnement. Ça, c'est un fusible thermique qui couperait définitivement l'alimentation de la partie commande, paralysant donc le poste si le fil venait à dépasser 115 degrés. On pourrait penser que c'est un capteur de température servant à déclencher l'allumage de la LED indiquant surchauffe en face avant. En fait non, et je ne sais pas sur quoi est censé se déclencher l'allumage de cette LED. On arrive enfin au niveau de la sortie où on trouve les deux gros borniers plus et moins, entre lesquels est raccordée une résistance de puissance dont j'ai du mal à déterminer le rôle. Peut-être que ce serait pour limiter la tension à vide. Il y a aussi deux condensateurs à film qui ont chacun une de leurs bornes reliées sur un des gros borniers et leur autre borne raccordée au conducteur de protection. Donc ça, je pense que c'est pour s'éviter un problème de parasite quelque part. Encore une histoire de CEM. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nous n'avons pas au niveau de la sortie de condensateur pour lisser la tension. Dans une application comme celle-ci, ce serait une catastrophe d'avoir des condensateurs parce qu'un poste à souder, c'est une source de courant qui en plus de ça se retrouve très souvent à vide. Ce qui se passerait s'il y en avait, c'est que aux instants où on ne soude pas, il se chargerait en atteignant la tension maximum disponible à vide, c'est-à-dire 73 volts, et aux instants où on essaierait de commencer à souder, on réaliserait tout bonnement un court-circuit aux bornes de ces condensateurs, ce qui d'abord les détériore, mais le deuxième problème c'est qu'à l'instant de ce court-circuit, le courant ne serait absolument pas limité, alors qu'on cherche à souder avec des intensités précises. On vient de voir les organes de puissance, on va maintenant se pencher sur la partie commande. Donc toute la commande du poste est réalisée autour de ce circuit intégré à 8 broches. C'est la référence UC2844N. C'est donc un contrôleur PWM assez connu, ancien et peu cher, qui fait partie d'une famille. Donc celui-ci, c'est la référence qui a le rapport cyclique limité à 50%, encore un petit peu moins en pratique pour des raisons de sécurité. Et avec cette limitation, il est donc adapté à la réalisation de two-switch forward converter. On peut voir que les fils du potentiomètre de réglage du courant sont branchés vraiment tout proche du circuit intégré, ça paraît logique. Sur la gauche, on trouve 4 résistances de puissance branchées en parallèle qui forment un shunt de mesure du courant, qui est raccordé entre le moins 325 volts et la source du MOSFET du bas. Donc le circuit intégré est raccordé de façon à lire la chute de tension qui se produit aux bornes de ce shunt. Ça lui permet de déterminer le courant qui passe dans la boucle et notamment de couper les deux MOSFET à partir d'un certain seuil de pic de courant pour éviter de les faire exploser. Dans ce poste-là, il n'y a pas de capteur permettant de mesurer le courant de sortie afin de le maintenir constant, puisqu'en fait, le point de mesure de courant offert par le shunt est également utilisé par le circuit intégré pour essayer de maintenir le courant de sortie à peu près constant. Sachant qu'avec ceci, on mesure ce qui se passe là et non pas réellement ce qui sort du poste, quid de la précision d'un système pareil? Mais évidemment, utiliser le shunt déjà existant pour faire deux choses, ça revient moins cher. Ça évite notamment d'avoir à incorporer dans l'appareil un capteur de courant qui soit capable de mesurer plus de 100 A en courant continu au niveau de la sortie. Voici un exemple de capteurs qui auraient pu être utilisés pour réaliser ce type de mesure-là. Donc ce module bleu est un capteur à effet Hall. Avec cette référence-là, on peut mesurer jusqu'à 200 A en courant continu. Il faut savoir que je l'ai payé plus de 50 € hors taxe et on comprend pourquoi les fabricants de postes préfèrent développer des astuces pour éviter d'avoir à ajouter un module de ce prix dans leurs appareils.
L'alimentation du contrôleur PWM est réalisée par un enroulement auxiliaire du transformateur, en passant par une diode de redressement plus un condensateur ainsi qu'un régulateur de tension linéaire. Ça, c'est pour la marche permanente. Pour pouvoir démarrer, il y a une résistance branchée à partir du plus 325 volts des condensateurs d'entrée, donc méthode classique pour pouvoir démarrer les contrôleurs d'alimentation à découpage. Ce composant ne pilote pas directement les deux transistors de puissance. Il serait d'ailleurs incapable de commander le transistor du haut, sachant que sa borne source n'est pas reliée à la masse commune. La source est dite flottante dans ce cas. Et on a donc d'intercaler entre les transistors et le contrôleur cette petite carte qui sert d'interface. Elle contient plusieurs composants, dont ce transformateur d'impulsion. Il a un primaire et deux secondaires isolés. Le primaire est piloté par le contrôleur, ce qui va produire au secondaire deux tensions séparées, isolées, qui sont chacune appliquées entre la source et la grille de chaque MOSFET, ce qui permet de les piloter correctement. Commentaire à faire concernant l'alimentation du deuxième ventilateur, donc un ventilateur 12 volts, qui est alimenté grâce à un autre enroulement auxiliaire bobiné sur le transformateur principal, avec son propre redressement plus condensateur. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'ils ont raccordé en série avec le ventilateur cette grosse résistance de puissance. À première vue, on peut se demander ce que ça fait là. Alors en fait, je pense qu'ils l'ont ajouté pour essayer de contrer un problème. Le truc, c'est que la tension fournie par l'enroulement auxiliaire varie beaucoup en fonction de si on soude ou on ne soude pas. Quand on soude, la tension a tendance à descendre et quand on ne soude pas, elle remonte. Et je pense que c'est pour éviter que le ventilateur ne se prenne une belle surtension quand on arrête de souder et que la tension remonte, qu'ils ont ajouté cette résistance afin d'essayer de maintenir en toutes circonstances la tension dans une fourchette à peu près acceptable par le ventilateur. C'est assez tordu comme système puisqu'on se retrouve avec un ventilateur qui souffle le moins fort quand le poste fournit un effort. Puisque quand le poste soude, la tension de sortie descend, le ventilateur tourne donc moins vite, et c'est quand on arrête de souder que la tension remonte et qu'il se met à tourner le plus vite possible, alors que le poste a fini de travailler. On vient de faire le tour des constituants du poste. Je pense qu'une fois qu'on a à peu près tout décortiqué, ça paraît pas si compliqué que ça. En tout cas pour cet appareil, il ne faut pas généraliser. On passe maintenant à la phase de mesure dans laquelle on va utiliser ma pince de mesure multifonction, la sonde de tension différentielle, la sonde de courant haute fréquence, plus l'oscilloscope qui va avec. On commence par la tension d'alimentation du poste en même temps que le courant appelé à la mise sous tension quand on ferme l'interrupteur principal. Donc on peut voir en jaune la pointe de courant au début. Je rappelle qu'elle est limitée par la NTC. Et ensuite le courant qui baisse à mesure que les condensateurs se chargent. Ça, c'est la tension observable au primaire du transformateur. On peut voir que la fréquence de fonctionnement tourne autour des 50 kHz. Alors bien sûr, ça a été capté avec la sonde de tension différentielle. Quand le rapport cyclique est stable, c'est que le poste est en veille. Et quand il se met à changer, c'est qu'on est en train de souder. Ça, c'est la tension de bus continu prise au niveau des condensateurs d'entrée. Donc quand on ne soude pas, évidemment, c'est parfaitement lissé. Et dès qu'on commence à souder, avec un réglage à 60 A, ça se met à se déformer et à descendre en valeur moyenne. Deuxième mesure avec cette fois le courant de sortie réglé sur 140 A. Et on peut observer que ça chute encore un petit peu plus. Ça, c'est la tension en sortie du poste, en attente de soudage ou en cours de soudage. Donc quand on soude, ça descend, alors qu'à vide, ça remonte en atteignant en moyenne autour des 71 volts. Une valeur pas très éloignée des 73 volts indiqués en ce qui concerne la tension à vide. Il faut savoir que même mon multimètre TrueRMS à 450 € ne donne pas une valeur moyenne exacte quand on essaye de mesurer cette tension à vide de sortie de poste.
Pour observer à l'oscilloscope les intensités de soudage très élevées, on va se servir du capteur à effet Hall dont je vous avais parlé en exemple. Sa bande passante devrait permettre d'obtenir une image assez fidèle de la réalité, je pense. On observe ici le courant de soudage et on peut être assez choqué de constater que le courant n'est absolument pas stable, même une fois que l'arc est correctement établi. Et avec un truc comme ça, il ne faut pas s'étonner de faire de très mauvaises soudures en sachant que le paramètre intensité est très important pour la qualité d'une soudure. Ça explique à mon avis une bonne partie des problèmes que j'ai eus en soudure. Ça, c'est la tension de commande d'un des deux MOSFET. On peut voir que quand le poste est en veille, le contrôleur pousse le rapport cyclique au maximum, alors que quand on commence à souder, il abaisse le rapport cyclique de façon à essayer de contrôler l'intensité de soudage. Ça, c'est la tension entre le drain et la source d'un des deux MOSFET. Je m'aperçois malheureusement que le réglage de l'oscilloscope ne permet pas de voir jusqu'où monte le pic de tension au moment où le MOSFET se bloque, instant où il y a d'ailleurs une petite oscillation pas très désirable. On observe ici la tension d'alimentation secteur en même temps que le courant appelé par le poste. On peut voir que le courant est déformé puisque, comme on l'a vu, il n'y a pas de correction de facteur de puissance dans cet appareil. Et vous avez d'ailleurs d'illustrer ici un des problèmes que posent les courants déformés sur les réseaux électriques. Puisque vous pouvez voir qu'à l'instant où ont lieu ces grands pics de courant, se produit au niveau de la sinusoïde une déformation. En fait, c'est la tension qui se met à chuter à cause des grands pics de courant. Et ce phénomène de tension qui se retrouve déformé a tendance à se propager un petit peu sur tout le réseau électrique, ce qui fait que les autres appareils branchés vont se prendre une tension avec du contenu harmonique, ce qui n'est pas souhaitable. Ça, c'est la puissance appelée à vide en attente de soudage. Là, c'est un comparatif entre le courant qui sort réellement du poste et le réglage fait au niveau du potentiomètre. Dans le cas présent, 60 ampères. Intéressant de constater que la mesure ne correspond pas du tout au réglage et je commence à comprendre pourquoi je faisais si souvent de si mauvaises soudures. Même genre de mesure, mais avec cette fois le réglage sur 140 ampères. On s'aperçoit que le courant varie énormément, qu'on a toujours un écart, mais cette fois dans l'autre sens, puisqu'on n'atteint jamais les 140 ampères. Voici la puissance appelée côté secteur en étant réglée sur 140 ampères, ou plutôt sur les soi-disant 140 ampères. Pour finir, mesure du facteur de puissance, d'abord en attente de soudage, et puis ensuite en cours de soudage avec le réglage maximum d'intensité. Donc on peut voir que ça tourne autour de 0,6 à pleine charge. C'est la valeur habituelle qu'on obtient avec un montage pont de diode plus condensateur, donc sans correction de facteur de puissance. Je n'ai pas de conclusion à ajouter, j'ai assez commenté comme ça, donc ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet vous aura intéressé et je vous dis à une prochaine fois. Merci d'avoir tout suivi.